ça fonctionne. Donc, une fois que j'ai lancé Apache et MySQL, je vais pouvoir me connecter à localhost php-myadmin. Donc php-myadmin, comme on vient de le dire, c'est donc une interface qui permet de contrôler ma base de données. Donc ma base de données, dessus, j'ai une base qui s'appelle Wi-Fi. Et ça fait partie des choses que je vous demande. Donc il faut créer, donc se connecter à la base de données. Donc par défaut, il n'y a aucun mot de passe parce que vous venez de la créer et le user s'appelle root et le mot de passe, il n'y en a pas. Et une fois connecté, on va créer une base de données. Donc pour créer une base de données, vous allez devoir aller dans euh, nouvelle base de données. Et ici, vous allez écrire Wi-Fi. Exactement comme je vous l'ai écrit dans la consigne. Sinon, il va y avoir, enfin, sinon ça va compliquer les choses. Une fois que vous aurez donc écrit Wi-Fi, vous cliquez sur Créer et vous allez vous retrouver avec cette base parmi les bases dans votre SQL. Là, pour l'exercice, je vais juste supprimer cette table. Et vous montrer ce qui se passe en fait. Voilà. Euh, Après, je vais vous demander quelque chose, ça va être de créer une table data. Mais dans cette table, en fait, il va y avoir trois colonnes et ça va être un petit peu. Et en fait, comme je veux que tout le monde ait vraiment la même chose, histoire de limiter les erreurs potentielles, je vous demande d'utiliser une requête que je vous mets à disposition. Vous allez pouvoir la retrouver dans votre dossier. Alors, je vais aller sur. euh, Oh, c'est bien ça. 2022, je suis pas sûr que ce soit ça. Non. Bon, de toute façon, alors vous allez la retrouver dans votre dossier partagé. Moi, j'ai une copie qui est ici. Vous allez trouver donc le fichier requête sql.txt et dedans, il y a une requête. Donc, pour créer votre table data, vous allez devoir prendre cette requête et la coller dans l'encart qui permet de le faire ici, SQL. Donc, je suis dans la table Wi-Fi et j'exécute du SQL et j'exécute cette requête. Est-ce qu'on peut lire ensemble cette requête et quelqu'un peut m'expliquer ce que ça va faire? Oui, vas-y. Dans lequel on aura trois éléments. Un int qui est l'ID, qui est généré automatiquement. Et c'est la clé primaire. Oui. C'est comme ça qu'on peut le récupérer et c'est généré automatiquement pour être sûr qu'il n'y en ait pas de pareil. Ensuite, on a timestamp, qui est l'heure actuelle. Mhm. Et on a la luminosité, qui n'a pas le droit d'être nulle et qui fait 10 heures. Absolument. Voilà. Tout simplement. Donc, juste pour que tout le monde entende bien, je confirme, c'est exactement ça. Donc, on est en train d'exécuter une requête qui va créer une table dans la base Wi-Fi. Cette table va contenir trois colonnes. ID, qui sera de type incrémental. Incrémental, ça veut dire que ça va commencer par 1, ça va être suivi par 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Qui doit être non nul et qui sera qui sera la clé primaire. Alors ça, je vous ramène à vos cours de... Hein, vous maîtrisez ça sur le bout des doigts. Euh, Ensuite, on va avoir une deuxième colonne qui va s'appeler event et qui va contenir un timestamp. Timestamp, c'est quelque chose que vous devez savoir. C'est un... Si je le traduis mot à mot, ça veut dire le tampon du temps. En français, ça s'appelle un horodatage.
et ça correspond au nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1930. Et en fait, ça donne un gros chiffre, et ce chiffre peut être traduit en date à la seconde près. Donc c'est pour ça que c'est utile, c'est très pratique dans l'utilisation des bases de données, parce que ça permet d'historiser sa donnée et d'avoir une heure associée à un événement. Et enfin, troisième colonne, ça va être la colonne luminosité qui va contenir jusqu'à 10 caractères et qui doit être non nul et qui, d'après vous, va contenir quoi? Absolument. On va brancher une photorésistance. Cette photorésistance va envoyer la donnée dans notre base de données. Ok, donc je vais exécuter ça et on va vérifier ce qui se passe. Donc voilà, MySQL a retourné un résultat vide. C'est normal, il n'y a rien dans ma base, mais il n'y a rien dans ma table. Mais par contre, dans ma base, j'ai bien cette table qui est créée et qui a les 3 colonnes qui sont là, ID, Event, Luminosité. Ok? Donc là, j'ai créé ma base de données. Elle est prête à recevoir des données. Comment va-t-on l'alimenter maintenant? On va, pour ça, utiliser 2 petits fichiers PHP que je vais vous demander de placer dans le répertoire htdocs de votre serveur XAMPP. Ce répertoire, à quoi il sert? Alors juste, vous ferez bien attention d'installer XAMPP dans le répertoire C de votre ordinateur et pas dans Program Files, parce que si le répertoire Program Files est protégé par des trucs de sécurité qui font qu'il ne peut pas s'exécuter correctement, donc installez-le juste à la racine C ou D, enfin votre disque dur. Et dans XAMPP, on a un dossier qui s'appelle htdocs. Qu'est-ce que c'est htdocs? Allez, encore 5 minutes de concentration totale, et après je vous laisse tranquille. Enfin, non, je vous laisse pas tranquille. Qu'est-ce que ça fait de particulier htdocs? Il y a un équivalent sur WAMP, c'est www. C'est là où on... Non, oui, alors on va mettre donc plus que les dossiers. Oui, tout ce qu'on code. Alors en gros, c'est ce qu'il y a dans le dossier htdocs, ça va être exécuté par Apache. Ça veut dire qu'en gros, si vous mettez un fichier qui s'appelle un fichier PHP qui met echo hello world, si c'est dans htdocs, ça peut s'exécuter et donc ça va bien afficher le PHP. PHP, je echo hello world et j'affiche hello world. Là, en l'occurrence, je vous demande juste de recréer un dossier dans le dossier htdocs qui va s'appeler Wi-Fi, dans lequel vous allez placer 2 fichiers PHP. Je ne vous demande pas de les coder, ces fichiers. Je vous demande uniquement de les télécharger. Ils sont, encore une fois, accessibles dans votre dossier partagé. On va les lire ensemble parce qu'il faut comprendre ce qui se passe avec ces fichiers. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait, le fichier data.php? Maître du PHP. Quelqu'un peut lever la main et me expliquer. Non mais en vrai, allez-y. Oui, vas-y. En gros, ça va envoyer une requête SQL avec la SQL expert. On va avoir. Je parle de la requête. Oui, je veux savoir ce que ça fait en gros, quoi. Ok, donc la requête, elle va insérer dans la table data la valeur reçue par résistance et remplir du coup. Et prendre la variable luminosité en PHP. Avec le variable Ouais, ok. Ensuite, du coup, si ça réussit, avec les conditions echo, c'est un printf. Ouais, absolument. On va afficher quelque chose. Insertion là aussi. Ensuite, MySQL close, c'est pour fermer, je crois, la connexion. Ouais. La connexion avec ça va faire le serveur. Et sinon, ça va mettre erreur. Ok, exactement. Alors, je reprends juste point par point. Première ligne, on inclut le fichier connexion.php. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a dans le fichier connexion.php? Oui, alors il y a la connection, parce que c'est en anglais. Donc il y a surtout, non mais surtout dans le fichier connexion, je vous le montre, hein,
il y a les username, password, en fait, les identifiants qui permettent de se connecter à la base de données. Et ensuite, on fait une insertion en base. On va donc insérer dans la table data, dans la colonne luminosité, les valeurs du get luminosité. Je vais revenir tout de suite sur qu'est-ce qu'un get, parce que c'est très important. Et ensuite, donc il y a des conditions qui font que c'est exécuté, qui vérifient que ça s'exécute bien. Si c'est correct, ça indique insertion réussie. Si non, ça envoie une erreur, ça renvoie l'erreur que le MySQL error est capable de renvoyer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un get? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'une requête get? C'est omniprésent sur le web, donc il faut savoir ce que c'est juste important. Oui. Ouais, alors qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer une information qui est où? Alors là, dans notre cas d'usage, oui, ça va être, on va faire ça. Mais où est-ce qu'on va la trouver, cette information? J'en ai parlé tout à l'heure. Alors non, du coup, en fait, ça va se comporter, rappelez-vous, hein, ça va se comporter en serveur ou en client? Ok. Et le client, il fait quoi? Non, le client fait quoi? Cette statut-là. Il fait des requêtes. Donc, et les requêtes, ça se présente comment? Comme ça, certes, ça. Non. Je parle, là, on est dans un cas de client-serveur. Qu'est-ce qu'il fait le client? On l'a dit tout à l'heure. Voilà, exactement. Il écrit HTTP, blablabla. Blablabla. Du coup, ce que va faire la requête GET, la particularité de la requête GET, c'est qu'elle va aller chercher ce qu'on appelle les paramètres d'une URL. Les paramètres d'une URL, c'est tout ce qui est situé à la fin de l'URL, séparé par un point d'interrogation. Les paramètres d'URL ne servent pas à accéder à une ressource sur le serveur, mais à rajouter des informations par rapport au client. Exemple. Je vais aller dans mes mails promotionnels, exprès, donc je l'ai fait tout à l'heure, donc ça a très bien marché. Voilà, là j'ai par exemple le salon 3D Print qui a d'ailleurs lieu la semaine prochaine et je vous encourage à y aller. Surtout si vous êtes intéressé par tous les sujets 3D, tout ça. C'est sur 2 jours, c'est gratuit, c'est au Palais des Congrès, pas loin de Porte-Maillot. Et donc le salon 3D Print m'envoie un mail promotionnel. Donc ça, ce que je vous explique, c'est juste un exemple pour comprendre à quel point cette histoire de requête GET est omniprésente sur le web. Sachez que vous êtes à tout moment, exposé, ça n'a rien de dangereux, hein, mais c'est à tout moment, l'Internet se sert des paramètres des URL. Donc là, ici, je vais cliquer sur demander votre badge gratuit. Super. Et là, en fait, si je regarde bien comment est constitué mon URL, ici, j'ai 1, le protocole, 2, le nom de domaine, 3, le chemin d'accès, et ensuite, qu'est-ce que c'est là? À partir du point d'interrogation. Comment? C'est surtout dans le lien que j'ai cliqué en fait qu'il y a ces informations. Et en fait, ici il y a ce qu'on appelle un paramètre, et ici il y a la valeur de ce paramètre. La suite en fait le premier paramètre est indiqué par un point d'interrogation, et les paramètres suivants sont séparés par des esperluettes. Donc ça c'est une structure d'URL qu'il faut connaître. Je suis sûr que si vous suivez un peu les cours de web, vous allez forcément voir ce type de requête. Et là, en l'occurrence, que fait 3D Print Exhibition? En fait, ils m'ont mis un lien dans mon email sur lequel ils ajoutent des paramètres. Et lorsque j'arrive sur le site, ils savent à quoi ça sert en fait. Ça leur sert à avoir des données en fait sur moi. En gros, ils savent que j'ai cliqué, la source, ça a été une campagne qui s'appelle Acquisition Visitor.
que le médium par lequel je suis arrivé sur cette page a été un email, c'est vrai que j'ai cliqué dans un email, et que ça correspond à la campagne qui s'appelle News 03 10 2023. Donc tous ces paramètres, en fait, il y a une requête get qui va les récupérer et qui les stocke dans un outil d'analyse et qui leur permet de savoir qui a cliqué sur leur lien. D'accord? Donc juste pour que vous sachiez à quel point ces requêtes get sont partout. Ce n'est qu'un exemple et vous verrez qu'elles sont partout. Et donc, dans notre cas à nous, on va utiliser cette requête get pour aller chercher ce qu'il y a à la fin de l'URL, qui est contenu dans le paramètre luminosité, et qui va être du coup la valeur de la luminosité. Et on va voir comment ça se fait. Alors, je poursuis ici. Une fois qu'on a bien déposé les deux fichiers dans le dossier htdocs, alors, comme vous l'avez vu, ils sont là, hein, xampp htdocs wifi. Je peux utiliser, donc je copie bien les fichiers connexion et data. Je vais voir si ces fichiers s'exécutent bien. Donc, pour le vérifier, je vais utiliser donc la fin de l'URL, je vais y accéder, en fait, je vais aller sur ces fichiers et on va voir ce qui se passe. Donc, si je vais sur localhost slash wifi slash data .php, point d'interrogation luminosité égale. Quelqu'un a un message à transmettre? On peut mettre n'importe quelle valeur qui fait moins de 10 caractères. BDS. TBS? BDS. BDS. Super. Ok, donc là, le serveur me renvoie insertion réussie. D'où vient ce insertion réussie? C'est ce qu'on a vu ici, hein. C'est le echo insertion réussie parce que le SQL a été un succès. Enfin, la requête SQL a été un succès. Donc je retourne sur ma base de données et on va voir si c'est le cas. Donc je vais refresh cette page. Et c'est très très long. Je me demande si j'ai encore du réseau. Et donc j'ai bien, voilà, là j'ai bien ici mon premier ID qui a été inséré avec un timestamp qui dit bien qu'il s'est passé à 16h29 et 55 secondes et la valeur que j'ai rentrée qui est BDS. Maintenant, l'objectif ce n'est évidemment pas d'écrire BDS dans son... C'est quoi, pourquoi BDS d'ailleurs? Bureau des sports? Ouais. Ok. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'écrire BDS dans sa base de données, mais ça va être d'écrire les valeurs de la luminosité. Donc, comment on va faire? On va ouvrir un exemple dans Arduino. L'exemple qui est indiqué ici. Qui est indiqué ici. Donc, vous allez ouvrir fichier exemple ESP8266 HTTP client, basic HTTP client. Et on va voir ce qui se passe avec cet exemple. En fait, c'est à peu près similaire à ce que vous avez vu par rapport à votre serveur tout à l'heure. Maintenant, on n'est plus un serveur, on est un client, comme c'est indiqué dans le nom de l'exemple. On va juste changer 2-3 paramètres et on va voir ce qui se passe. Là, je vais mettre en baud rate 9600 et je vais mettre... Attention, je fais quelque chose d'absolument horrible. Je vais afficher mon mot de passe en clair. Donc ça, faut surtout pas le faire. Ne faites là, on est dans un cadre pédagogique. L'objectif n'est pas de chercher à sécuriser nos dispositifs. Là, je veux juste vous faire une démo. Mais normalement, il ne faut jamais faire ça. D'accord? Il ne faut jamais afficher son mot de passe au tableau. Ce que je fais là, c'est pas bien. D'accord? Ok, donc je vais téléverser ça. Donc normalement, il faudrait faire comment pour cacher son mot de passe? Il faudrait le mettre dans un fichier séparé et associer le fichier séparé à cette page. Mais bon, là, on va juste utiliser l'exemple. C'est pas grave. Une fois, ça finit par 2-1 ou 1-2? Ouais, je suis sûr de moi.
Et alors, ce que va faire cet exemple, bon, peu importe, là, ça va prendre du temps à téléverser, machin. Donc, ce que va faire cet exemple, c'est... Donc, il faut le lire hein, pour le comprendre. Ah bah, j'arrive plus à me connecter. Ah, je sais pas sélectionner le port. Ah mais je l'ai même pas branché, ok. Bon, vous n'avez même pas besoin de voir cette démo. Et en fait, il faut juste lire l'exemple. Ce que va faire cet exemple, c'est il va se comporter comme un client web et il va accéder à cette URL. Cette URL, quand j'y vais, bon, ça renvoie à une page très simple, donc jigsaw.w3.org, machin. Ce qu'elle a d'intéressant, cette URL, c'est que quand on n'y accède pas depuis un navigateur, mais depuis le moniteur série, elle va vous renvoyer un code HTTP, qui va être le code 301 si c'est un succès, cette connexion. Ça permet de vérifier que vous arrivez à vous connecter en tant que client à un serveur distant. Une fois que vous avez réussi à vous connecter à ce serveur, l'objectif va être ici de remplacer ça par votre adresse IP, slash data, l'adresse IP de l'ordinateur, slash wifi, slash data. Point d'interrogation, luminosité, égale votre valeur. Ok? Donc tout l'objectif de l'exercice aujourd'hui, c'est de réussir à insérer dans votre serveur les valeurs de votre photorésistance en modifiant ici correctement. Alors évidemment là, ce que je montre comme exemple, je l'ai écrit en dur. Donc pour vous, l'objectif, ça va être de modifier comme il faut ça pour accéder à la bonne URL toutes les 5 secondes. Et toutes les 5 secondes, on va alimenter la base de données pour avoir un historique de la valeur de la luminosité à tout moment.